Bonjour Sophie, merci d'être Je- avec nous pour ce nouvel épisode de la série Mieux vivre avec une maladie chronique. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui et de pouvoir te poser pas mal de questions sur ta pratique, sur l'art-thérapie, parce que tu es art-thérapeute. Et voilà, tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus. Et voilà, on est très content de t'avoir avec nous. Du coup, on va démarrer tout simplement avec la question du début. Est-ce que tu peux te présenter par rapport à ton parcours, d'où tu viens? Oui, bien sûr. Bonjour Manon, merci de m'accueillir et de me poser toutes ces questions et de s'intéresser de cette sorte à l'art-thérapie. Donc je m'appelle Sophie Deligne, j'habite dans le sud-ouest, dans une belle vallée qui s'appelle la vallée d'Ossau. Mais au départ, je suis originaire du nord de la France. J'ai grandi à Roubaix, dans des quartiers populaires. C'était dans les années 80, c'était un peu la mode du hip-hop. Et avec les copains du quartier, on dansait et on faisait un peu les clowns dans la rue. Et très rapidement, je fais partie d'associations à but humanitaire et on se servait de la danse et du théâtre pour créer du lien. Et tout particulièrement pour des enfants qui venaient de l'étranger et qui ne parlaient pas français. Par la suite, je fais une carrière de comédienne classique et il y a quelques années, j'ai renoué, on va dire, avec mes premières amours. J'ai rencontré une compagnie de prévention qui travaillait pour l'éducation nationale. Je les ai rejoints et c'était très chouette, c'était une belle aventure. Je suis intervenue dans la plupart des collèges et lycées de tout le Grand Sud jusqu'en Suisse. Et puis au bout de quelques temps, je me suis rendu compte quand même de mes limites de capacité à accueillir la souffrance de l'autre. Alors du coup, je suis retournée à l'école. Bon, j'ai sorti un peu les rames, hein, je t'avoue. J'ai repris des études en psycho. Et suite à ces études, j'ai obtenu le titre d'art thérapeute. Voilà. Et depuis, j'exerce en libéral auprès de structures telles que des IME, des instituts médico-éducatifs ou pédagogiques, des ITEP également, instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques. J'interviens également pour des structures médicales comme par exemple Fabrique ta santé, qui là accueille des patients atteints de maladies chroniques. Ok, Et en parallèle, je suis plutôt curieuse, donc je me suis rapprochée de ce qu'on appelle un collège de clinique psychanalytique qui me permet d'étudier constamment, de chercher, parce que je suis curieuse et que ça m'intéresse. Et toujours en parallèle, je donne des cours de théâtre et des cours de danse, et là, c'est plus, entre guillemets, libératoire, où on est vraiment sur de la transmission de compétences, enfin du fait de faire de la place à ce qui a besoin de s'exprimer. Et à ce titre, je monte en moyenne 2 spectacles par an. Voilà. ok, une riche activité. En tout cas, tu J'en ai viens, tu bien viens du monde abusé. du spectacle Oui, et tu t'es réorienté. Enfin, en tout cas, tu as pris un angle aussi de cette pratique pour le tourner vers les autres et vers une forme de thérapie. ah oui, C'est complètement. intéressant. Il y a beaucoup de monde enfin, tu connais un petit peu l'univers de l'art-thérapie par rapport Oui, au secteur, au nombre de professionnels éventuellement qui sont formés à cette pratique. oui, tout à fait, oui, oui. Et la plupart dans d'autres disciplines quand même que le théâtre et la danse. Enfin, je parle de danse, on va plutôt parler d'expression corporelle. J'ai pu rencontrer d'autres thérapeutes qui pratiquaient surtout de la peinture ou du modelage, Mm. et ce qui est aussi également très intéressant. De toute façon, je pense qu'à partir du moment où on met en mouvement la créativité, où on vient toucher d'une quelconque manière que ce soit à l'imaginaire singulière de la personne, il y a forcément des choses qui vont se révéler. Donc l'outil, d'après moi, en art-thérapie, il va servir surtout de prétexte à la rencontre, de prétexte à la surprise. Mm. Euh, et après, il y a différents courants dans l'art-thérapie. Euh, pour le mien, il serait plutôt issu de la psychanalyse qu'on dit structuraliste. J'aime m'intéresser à l'inconscient, l'imaginaire, le langage du corps, la linguistique, la signification cachée, les significations cachées, tout ce qui va être de l'ordre de la surprise, du lapsus, Mm. de l'acte manqué, etc., etc. Et qui est très personnel, du coup, à chaque Ah personne oui, aussi que tu vas rencontrer et accompagner, absolument. j'imagine. On traite pas
On ne traite pas une pathologie, à mon sens, on accompagne une personne dans sa singularité. Une même pathologie, on ne va pas la vivre de la même façon, en tout cas à mon sens. Ouais. Pas comme je ne crois pas. Justement, ça fait du lien avec, avec la question suivante. Tu parles de pathologie. Justement, je m'interrogeais, de savoir un petit peu, quelles sont les personnes, que tu accompagnes. Mmh. Bon, j'imagine que c'est aussi différent selon le cadre d'exercice, Oui, dans lequel voilà, tu pratiques, mais quels sont un petit oui. peu quel est le profil de ces personnes? Pourquoi elles viennent à toi? Quelles sont peut-être les difficultés aussi qu'elles rencontrent et sur quoi elles Mmh peuvent t'attendre, via l'art-thérapie et la danse-thérapie ou théâtre, mh. thérapie? Mmh. Oui, alors, en effet, le champ est vaste, c'est-à-dire que, quand j'interviens dans des instituts thérapeutiques ou des instituts médico-éducatifs, il faut savoir que le public est composé essentiellement d'enfants, voire de préados ou d'adolescents. Et là, je vais plutôt rencontrer un public avec des troubles psychiques, des troubles du comportement, une difficulté à entrer en relation avec son environnement, hem, pas mal de violence aussi. Ensuite, je vais intervenir aussi pour des publics, comme je le disais tout à l'heure, qui ont des maladies chroniques plutôt, Mmh. où là, ça vient toucher à l'estime de soi aussi, à la relation qu'on va pouvoir entretenir avec son corps. On n'est pas qu'un corps, on n'est pas qu'une psyché, les 2 sont ensemble. D'ailleurs, une petite anecdote, hein, c'est quand même intéressant de savoir que le corps envoie 70 d'informations au cerveau, or le cerveau en envoie 30 au corps. Vous Mmh. voyez, donc dans cette notion du rapport au corps, elle me semble aussi, très, très importante. C'est pas quelque chose auquel je crois qu'on est habitué dans nos sociétés occidentales. De, j'ai l'impression qu'il y a cette notion de dissociation qui mérite d'être rassemblée, de renouer avec son corps. Et justement, Mmh. ces personnes qui sont malades chroniques, est-ce qu'elles ont identifié, enfin j'imagine que oui, mais elles ont identifié justement une déconnexion à leur rapport à leur corps, à leurs sensations? Oui, souvent. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant que vous parliez de sensations parce que j'aime beaucoup travailler aussi avec les sens. Mmh. Les sens, vous savez, c'est ce qui fait le lien entre notre extérieur et notre intérieur. Hem, comment je ressens mon environnement et comment j'entre en relation avec lui. On est souvent très conscient de notre environnement qui agit sur nous, assez peu souvent de notre capacité à agir sur notre environnement. J'essaye d'amener mes patients à être un petit peu plus sensibles à leur façon de fonctionner, intime. Mmh. Hem, quelles relations ils entretiennent? Qu'est-ce qu'ils nourrissent dans leurs actes du quotidien, vous voyez? Et voilà, je trouve ça passionnant. Et quand ils arrivent, en atelier, avec toi, ils expriment quel genre de besoins ou d'attentes, vis-à-vis de ce qu'ils vont pouvoir Alors trouver, au début, c'est souvent un peu la surprise. C'est souvent un peu la surprise parce que, l'angle d'attaque en tant en j'aime appeler l'art-thérapie une prise en charge, une sorte de psychothérapie homéopathique. C'est-à-dire que, je tâche même il va s'agir d'attaquer quand même des problématiques, lourdes et compliquées qui peuvent parfois révéler des choses, de la personne à laquelle elle ne s'attend pas forcément. J'estime que ma mission dans ce cadre-là, c'est de proposer, le terrain le plus sécurisant, le plus convivial possible. Que la personne puisse se sentir suffisamment, bien, mmh, à sa place. La notion de place, elle est mmh, primordiale. Je ne suis pas sûre d'avoir répondu à la question, mais c'est ce qui m'est venu en tout cas. ouais. OK, super. Et Mmh. peut-être que enfin, en fait, je sais que tu accompagnes à la fois des personnes qui peuvent être en situation d'obésité ou alors même peut-être, Mmh. diabétiques. Est-ce que du Oui. coup tu travailles aussi, de façon individuelle, en groupe? Ou comment tu crées du lien entre potentiellement des personnes qui sont diabétiques, d'autres qui sont en situation de surpoids ou d'obésité? Enfin, est-ce qu'il y a une rencontre aussi, à travers ta pratique entre les personnes? Mais, c'est vrai que, je travaille essentiellement en séance de groupe, même si je propose également des séances individuelles. Hem, je pense que peu importe la pathologie, Mmh. il y a pas de
il y a pas de différence, si vous voulez, au niveau de l'accompagnement. Je ne veux pas accompagner tel type de patient d'une certaine façon ou tel autre d'une autre façon. J'aurais tendance à penser que ce serait une façon de lui coller une étiquette et du coup de ne pas accueillir sa singularité, vous voyez. Euh, il faut savoir que j'aime ne rien savoir des patients. Ok, Oui. intéressant. Alors, en visio, c'est encore plus flagrant parce qu'en visio, bah, c'est comme là, la façon dont on se parle maintenant. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si éventuellement je suis en fauteuil roulant ou Mm. quelle est ma capacité mobile ou pas, vous voyez. Et pour le coup, on est, à mon sens, au plus près du discours de la personne. Et du coup, dans le respect de sa singularité et puis de la façon dont elle va gérer la situation. Et puis, il y a des choses qui se révèlent au fur et à mesure, où effectivement, on finit par apprendre la façon dont les personnes vivent avec soit leur handicap ou avec leur pathologie. J'ai tendance aussi à considérer plus les mécanismes de défense inconscients qu'on va être capable de mettre en place. Je pense que par rapport à toute pathologie, il y a un lien physique et psychique. Qu'est-ce qui a fait défaut à un moment? Mm. Vous voyez, qu'est-ce que le corps a voulu exprimer, qu'est-ce que la psyché a voulu exprimer par le corps, ou qu'est-ce qui est venu se nouer en fait. Donc pour le coup, peu importe, il y a pas d'étiquette. Voilà, c'est important. Ouais. Et puis du coup, ça peut vraiment s'adresser aussi à tout le monde, quoi. Oui, ouais, ouais, j'interviens dans des Mm. EHPAD aussi, avec des personnes avec des troubles cognitifs, des personnes qui vont sembler complètement délirantes Mm. et qui sont pleines de surprises, hein. Ouais, j'imagine. C'est chouette. Oui, c'est clair. Ok. Et bah justement, tu as commencé déjà à en parler pas mal, mais est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton approche, de la philosophie que tu as derrière ton, ton métier, ta spécialité, et peut-être même nous dire finalement comment tu présentes ton accompagnement quand tu démarres avec un atelier avec un groupe, ou ça peut Ouais, être ouais, ouais. intéressant aussi. Ouais, ça marche. Et l'idée, c'est quoi? C'est je prends des exercices de pratique théâtrale ou clownesque que je modifie un peu et j'en fais ce qu'on appelle un dispositif. Ok. Et en fonction de ce dispositif, eh bien, en fait, c'est quoi un dispositif? C'est un espace. Moi, je lance une invention, une idée, et les personnes vont s'en saisir un petit peu comme elles le sentent. L'idée, c'est proposer un espace d'expression et créatif, un truc un peu stimulant. Euh, Et quand et tu par parles d'exercice, justement, Ouais, théâtral, ou enfin, tu peux nous donner des exemples? ouais, bien sûr. Qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? Situation de groupe, par exemple, face au groupe, vous leur demandez, vous leur donnez voilà la consigne. Le dispositif s'appelle photo. Je l'aime beaucoup celui-là, surtout à Nemo, mais franchement, il y a des choses énormes qui sortent. Alors, soit vous, au départ, vous donnez la thématique, soit l'idée, c'est qu'ils la trouvent eux-mêmes. Mettons, je donne une thématique, les sports d'hiver, on en sort là, les sports d'hiver. Et mon groupe, sans se concerter, doit se représenter dans l'espace scénique et chacune des personnes doit illustrer en fait une photo. Chacun prend une posture qui va venir symboliser un élément des sports d'hiver. Ok. Et là, quand je dis photo, tout le monde se fige et il faut essayer d'interpréter la photo et potentiellement que les spectateurs devinent quel est le thème de la photo. Si jamais vraiment on ne devine pas, là, on peut dire vidéo. Et là, je demande aux participants de s'animer dans ce qu'on appelle une sorte de slow motion, au ralenti. Voilà. Alors, ça crée des situations, comme je le disais tout à l'heure, hein, qui sont plutôt conviviales, où en général, c'est assez rigolo, un peu enlevé comme ça, mais qui très, très vite, dans la métaphore, viennent poser les limites de ce qu'on est capable de faire ou pas. Mm. De quelle façon je joue? Est-ce que je m'autorise Mm. à jouer ou pas? Est-ce que je m'autorise des fois à pas être sérieux? Est-ce que j'ai Il y a- peur? Est-ce que... Exactement. Le regard de l'autre, qu'est-ce qu'on Mm. va penser de moi si je fais ça? Et surtout la surprise. Mm. Et surtout la surprise Je suis très souvent spectatrice de personnes qui disent, mais j'aurais jamais imaginé être capable de faire un truc comme ça. Ouais. Voilà, une Ça, idée c'est comme ça. génial pour le coup. C'est Ouais, tout je trouve que l'objectif, c'est quoi. génial.
Oui. S'il y avait un objectif, maintenant, je pense que ce serait euh, de mettre à disposition des patients l'espace d'expression à partir duquel ils peuvent remettre en marche, remettre en mouvement leur créativité. Et par là, la remise en mouvement du psychisme. Je pense que le mouvement créatif Mm. implique le mouvement psychique et le désir, pour le coup, le désir, qui est primordial pour un individu. Et je pense que c'est pas évident pour chacun d'entre nous de se connecter aussi à sa créativité ou de savoir qu'on peut avoir de la créativité. C'est un mot Bien parfois sûr. qui, je pense, peut faire peur, entre guillemets, Ah, et finalement qui est libérateur. Ah mais oui, complètement. Vous savez, quand le type de patient auprès desquels j'interviens, comme je vous le disais, hein, souvent il y a une perception du corps qui est compliquée, une entrée en relation avec l'environnement qui va être compliquée. Et je pense que de plus en plus, déjà partant du postulat de base, que se sentir différent face aux normes d'une société qui en plus devient de plus en plus contraignante, j'ai envie de dire. C'est pas de tout repos. Mm. Ça a besoin d'avoir de la place, Ouais, c'est sûr. je pense. Et ce que je me demandais, c'est par rapport à, je sais pas, est-ce que tu suis des groupes réguliers ou est-ce que c'est des personnes qui... Enfin, comment tu... Pardon, ma question n'est pas claire, mais est-ce que oui, tu as des groupes de personnes réguliers ou est-ce il y a des groupes qu'on peut intégrer et puis finalement desquels on peut repartir? Enfin, quel est le rapport Alors, aussi à comment démarrer en fait avec toi? il y a un peu de tout. Il y a des groupes qui sont fixes, notamment dans les institutions où il y a les enfants et les adolescents, hein, ITEP, IME. Là, j'interviens de façon régulière sur le même groupe avec, on va dire, un travail de fond. Après, je travaille aussi pour la clinique Princesse de Pau, où là, pour le coup, on est sur des semaines éducatives. Donc, je participe à l'éducation thérapeutique. Et là, ça change quasiment à chaque séance. Quand on est en semaine thérapeutique, je vais avoir les mêmes patients sur 2 séances. Sinon, c'est systématiquement renouvelé. Sur Fabrique ta santé, les séances sont ouvertes aux personnes qui adhèrent à la structure de Fabrique ta santé via Barnabé. Et là, pour le coup, eh ben, c'est plutôt ouvert. Sauf qu'il s'avère que depuis environ un an maintenant, donc moi j'ai démarré avec Fabrique ta santé sur le réseau Barnabé en décembre 2020. Et depuis à peu près avril 2021, j'ai un groupe de patientes fidèles. Elles sont environ en une moyenne de 9, en sachant que je demande, parce que les séances, je veux dire, j'aurais une anecdote à vous raconter à ce sujet après sur ma première expérience en visio. Et voilà, vous imaginez bien qu'il faut des groupes relativement restreints. Donc, ça, on l'a travaillé avec Fabrique ta santé. Donc, je prends des groupes de maximum 12 personnes. Là, actuellement, c'est complet. Mais il y a la possibilité, par le biais de Barnabé, de me solliciter et de créer d'autres groupes. Ce qui est en train plus ou moins de se développer avec la clinique Princesse sur ces semaines éducatives où les patients, derrière, ils se disent, mais parce que l'intérêt du lien dans ce type de semaine prend tout son sens. Et du coup, comme il y en a certains qui ont tendance à venir d'un peu partout en France, Barnabé peut être le bon outil pour qu'ils puissent se retrouver à raison d'une séance tous les 15 jours, tous les mois, que sais-je, ce qui leur Mm, convient et ce qui leur permet de se retrouver, de faire un point entre eux, en étant encadrés. mm, tout à fait. Et oui. Et justement, c'est avec Fabrique ta santé en 2021 que tu as démarré en visioconférence ou avant, tu étais seulement en Non, j'étais en présentiel? présentiel. Ouais. J'étais en présentiel. C'est par le biais de de la clinique Princesse. Il y a une diététicienne qui s'appelle Madame Fahim qui m'a contactée en décembre 2020 et qui m'a expliqué ce qu'ils avaient mis en place et que je trouve très, très bien d'ailleurs pour pouvoir poursuivre l'accompagnement hein, pendant ces périodes qui ont été très compliquées de confinement. Et qui m'a dit on chercherait quelqu'un. Elle était déjà au courant du travail que je proposais à la clinique. J'étais tout à fait flattée qu'elle me propose cette aventure, mais pour le coup, c'était vraiment une aventure. Visio, Zoom, mais qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est? Mais bon, j'ai un tempérament un peu aventurier, donc j'y suis allée. Et, alors, là, je te raconte une petite anecdote. Donc, bon, je fais connaissance avec les personnes de la structure. Et puis, très vite, une séance est mise en place. Et au départ, on n'avait pas fixé de limite de participants aux séances. Et puis en plus, on n'avait pas mesuré l'éventuel intérêt que ça pourrait représenter, parce qu'on est quand même sur un type d'accompagnement qui est un petit peu en décalage, hein, qui est pas, dans les mœurs. On sort de la psychothérapie classique, je dirais. Et bref, je me connecte le jour J. Alors j'étais un petit peu en stress parce que je ne savais pas vers où j'allais. Puis surtout, proposer du théâtre-thérapie en visio, je me posais mille questions. C'est pas du tout dans mon habitude de me poser 1000 questions d'ailleurs. Mais là, je m'en suis posé 1000. Hein. C'est tout à fait dans mon tempérament. C'était Et, un challenge. ah oui, complètement, complètement. Et là, figure-toi que je me connecte, j'ouvre. Je pense que je devais avoir 30 personnes à l'écran. Ah oui. Je me suis dit, mais comment faire? Comment faire? Eh bien, on s'adapte. On s'adapte. Ça aussi, le théâtre-thérapie, c'est j'ai une situation donnée, je fais avec ce que je suis, avec les éléments qui sont en ma possession, et qu'est-ce qui se passe? Et puis Et bon, alors, tu voilà. as réussi à animer cette séance avec 30 personnes. Eh bien oui. Eh ben oui. Bah, alors, pour le coup, je n'ai pas trop proposé de dispositif. On était plus sur une présentation de ce qu'était l'art-thérapie. Et puis, les personnes ont bien compris. De toute façon, je leur ai expliqué la situation, la surprise. Enfin, je pense que c'était très amusant finalement pour tout le monde. Et puis, des fois d'après, on a mis un maximum, on a mis une limite au nombre de participants. Et là, ça a roulé tranquille. Et là, je Maintenant, vous la dis, hein, visioconférence n'a plus de secret pour toi. c'est ça. Et j'avoue que du coup, c'est un outil que j'aimerais un petit peu plus développer au niveau de la création. Pour Fabrique ta santé, je propose 2 séances par semaine. Une le mardi, où on est plus sur un travail thérapeutique en fonction d'une thématique donnée. Et sur le vendredi, on travaille toujours sur la thématique, mais on est sur quelque chose un peu plus créatif, ludique, où en général, on rigole bien. On rigole bien, pas que, c'est très sur les émotions, mais en tout cas, on crée, si vous D'accord. voulez. Et Et les thématiques, ça peut être quoi, par exemple? alors, les thématiques, ça peut être quoi? Par exemple, ça peut être la gestion des émotions, la peur de manquer. Là, en ce moment, c'est ce sur quoi on travaille. Ok. Avec tout ce que ça implique. Souvent, la peur de manquer, souvent, nous renvoie à la matérialité. En fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est souvent pas de ça qu'on a peur de manquer. On a peur de manquer de choses de base, d'amour, par exemple, de liens. Quelle autre thématique? Les mécanismes inconscients qu'on peut être capable de mettre en place. Et du coup, des fois, de verrouiller certaines choses, euh, de sensibiliser les personnes à mieux comprendre leur propre fonctionnement inconscient, qui est relié au mécanisme de défense, à la gestion des émotions. Et aussi, quelque chose qui me paraît essentiel, c'est l'impact que peut avoir notre imaginaire dans notre réalité, aussi bien positif que négatif. Et ça, c'est en prendre conscience. Ce que j'ai pu observer à travers mon expérience, c'est que l'imaginaire, c'est un super outil quand on s'en sert de façon créative. Pour quelqu'un qui ne va pas bien, l'imaginaire est tout à fait propice à prendre un espace très important et à faire à faire que la personne se fait ce qu'on appelle des films. Et va tout de suite. Mais c'est aussi du mécanisme de défense, c'est aussi une façon de vouloir se mettre en sécurité, vous savez, de faire des projections. Et pour le coup, c'est un moment de se recentrer là-dessus, faire la part des choses. C'est au contact de la réalité que la bulle de l'imaginaire explose. Et en tout cas, ces ateliers avec toi sont une façon d'exploiter son imaginaire autrement et de créer autre chose, quoi. Exactement, de ne pas en être dupe non plus, d'être attentif à ce qui se joue, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Puis comment ça interagit aussi. Et justement, ça donne quoi chez les personnes qui participent à tes ateliers? Comment elles réagissent? Quels sont un petit peu les bénéfices qu'elles en tirent? Est-ce que tu as pu avoir un peu des retours? J'imagine oui, mais Oui. comment tu sens évoluer en fait les personnes?
Oui, il y a des retours. Après, j'aime bien ce que tu me proposes, comment tu sens les choses et surtout sur mon impression. Ben, si je prends l'exemple de la visio, c'est par exemple euh, te retrouver face à des personnes qui au départ t'accueillent dans l'ombre. Mm. Il n'y a pas de lumière, tu ne les vois pas. Voir, c'est une autre image, hein, qui apparaît à l'écran, une photo ou quelque chose, et puis petit à petit, elles apparaissent. Mm. Et puis, le temps passant, elles s'en rendent compte, elles s'en rendent pas compte. En tout cas, à un moment, je m'arrange pour qu'elles viennent l'identifier, pour qu'elles viennent s'en rendre compte, euh, que d'un seul coup, elles se révèlent. On les voit. Et voilà, ça, je pense que c'est le Oui, meilleur ça dit exemple. beaucoup. Mm. Oui, je trouve que ça dit beaucoup. Mm. Super. Et, je me posais une question tout à l'heure, parce que tu Oui, parlais d'une diététicienne qui t'avait contacté. oui. Est-ce que avec ta pratique, avec l'art-thérapie, tu fais des ponts parfois avec d'autres disciplines, spécialités, enfin, accompagnements qui peuvent être dispensés par justement des diététiciens ou des enseignants d'activité physique adaptée ou enfin d'autres disciplines. Est-ce qu'il y a des ponts parfois entre vos Ah oui, pratiques? oui, oui. Oui, oui, absolument. Et c'est ce que je trouve tout à fait intéressant dans ma pratique. Et à cela, je remercie les professionnels de santé parce qu'au départ, moi, je suis un clown. Mm. Et de me retrouver, ça n'a pas été sans difficulté, hein, de réussir à s'insérer dans le monde médical, ce que je peux tout à fait concevoir d'ailleurs. Par contre, c'est aujourd'hui très riche et très constructif. Je pense pour eux aussi, parce que sinon ils ne viendraient pas me poser des questions ou échanger avec moi. Donc j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir échanger avec des psychologues, avec des médecins. Les séances que je donne notamment auprès des jeunes, il y a systématiquement soit des éducateurs ou psychologues qui sont présents en séance. Et ça, c'est un travail où, pour le coup, il y a une vraie richesse. Il y a des médecins aussi avec lesquels on peut échanger. Et voilà, Mm. ça, franchement je remercie l'accueil de ces différentes structures d'ailleurs parce que bah, je me sens accueillie et ça, c'est important. Mm. Mm. Ouais, c'est chouette. Oui. Et du coup, il y a cet échange entre professionnels, mais est-ce que parfois il y a des liens aussi entre les personnes que tu accompagnes et potentiellement leur entourage? Est-ce que tu... Mm. Là, Ou pas forcément, c'est plus un travail mm, personnel et... ouais, c'est plus un travail individuel que font les personnes. Une fois, j'ai accepté de rencontrer dans un cadre bien spécifique les membres d'une famille, d'une patiente que j'accompagnais en séance individuelle. D'accord. Euh, Ça a été intéressant et ça a été riche. On a joué, Mm. on a joué. Et très vite, on se rendait compte que l'importance du lien. J'en reviendrai toujours là. Mm. Mm. Ouais, c'est clair. Mhm. Est-ce que tu voulais rajouter des choses vis-à-vis enfin, je te parlais des bénéfices enfin, perçus enfin, par les personnes que tu accompagnes. Est-ce que tu voulais ajouter des choses à ce niveau-là Eh bien, ou... oui, oui, dans le sens où euh, les personnes retrouvent un petit peu d'estime d'eux-mêmes. On ne peut pas demander aux autres de nous considérer si on ne se considère pas soi-même, tout comme on ne peut pas demander aux autres de nous aimer si on ne s'aime pas. Et, et ça, c'est des choses dont j'ai la chance d'être spectatrice. Mm. Et je trouve en tout cas à mon niveau, évidemment, je trouve qu'il n'en faut pas plus que ça. Ouais. Mm. Et après, le travail qui se fait chez l'individu, ce travail, il lui appartient aussi. Moi, je mets juste un espace à disposition. Mm. J'essaye de le mettre au travail et après, à lui de trouver ses outils. Même si je suis là un petit peu derrière, si jamais il en a envie, il n'est pas obligé d'en avoir envie, évidemment. Euh, on est juste des balises, je crois, des thérapeutes. Vous voyez. Mm. Après, le chemin, c'est le patient qui se le trace. Ouais. Et du coup, ça Mm. peut être peut-être une, deux séances comme 10, 15 séances ou une séance toutes les semaines dont la Ouais. personne a besoin et qui l'aide. Oui, c'est ça. Mm. C'est ça. Ça ne va pas être le même type de prise en charge. Tout va dépendre de la demande du patient au départ et de sa démarche.
Là, je pense que ce groupe sur Fabrique ta santé, donc hein, c'est le groupe que j'accompagne qui est fixe depuis un an, à raison de 2 séances par semaine. Je sens bien qu'aujourd'hui, elles y tiennent parce que c'est devenu, à mon sens, un petit peu pilier chez elles. Il faudrait leur poser la question elles directement d'ailleurs. Mais il y a une vraie énergie qui s'est produite entre ces personnes. Et, et là, elles aiment à s'y retrouver. C'est leur petite bulle d'air dans la semaine. Oui, ça crée des liens même entre elles, en fait. Petite bulle d'air. Ah ben oui, complètement. Elles ont créé un lien, elles ont créé un groupe sur un réseau social où elles échangent entre elles. Moi, j'y ai accès à ce groupe, j'y interviens très peu parce que je trouve que ça leur appartient. Et les échanges sont d'une grande richesse. Puis elles partagent tout. Et on sent là pour le coup que appartenir à un groupe et y trouver de la ressource, ça fait du bien. Le lien, Manon, je suis désolée, je me répète. Tu vas bien, je radote. Non, mais c'est important. Enfin, c'est la base de tout. Oui, c'est important. Ouais, c'est important. Et puis, le soutien derrière aussi. J'avais une séance hier avec ce groupe et on parlait de l'importance de consoler. Vous savez, l'étymologie de consoler, c'est rendre entier. C'est pas rien quand même. Donc là, je pense que ça les console un petit peu aussi. Elles se font du bien entre elles. Ça fait plaisir. On se dit, quand on se couche le soir, on se dit, oh, ben, j'ai l'impression d'avoir fait un truc utile. Ça fait du bien. C'est clair. Voilà. Bah, bravo pour tout ça, Sophie. En tout cas, c'est chouette d'en savoir un petit peu plus sur sur ton approche, sur comment ça se passe. J'espère que ça donnera aussi envie aux personnes qui nous écoutent de participer à un atelier avec toi. En tout cas, moi, ça me donne envie. Ah bon. Avec plaisir. Je voulais terminer l'interview avec quatre petites questions. La première, c'était de savoir quel était le conseil qu'on a pu te donner dans ton parcours et que tu aimes et sur lequel tu t'appuies et qui sommeille en toi encore aujourd'hui. Ta place, c'est là où tes fesses se posent. Ouais. Et ça, tu te le répètes Je me le répète pas, je le dis à certaines personnes quand ça me semble judicieux. La question de la place, elle n'est pas toujours forcément évidente pour tout le monde. Et moi, le jour où cette personne, qui n'est pas une personne proche de moi d'ailleurs, ça m'a pas été dit comme un conseil, c'est une phrase que j'ai entendue plus qu'autre chose. Pour tout vous dire, dans le cadre d'un covoiturage. C'est marrant. Et pouf, là aussi, c'est la surprise et la rencontre. Je me suis dit, mais oui. Et c'est marrant, depuis que j'ai entendu cette phrase, je me suis toujours sentie un peu plus à ma place. Donc voilà, je trouve que voilà, elle me plaît. Ouais. Si j'ai un conseil que je retiens et qui me fait écho des fois, c'est celui-là. Peut-être un autre aussi, c'est la vie n'envoie pas des preuves qu'on n'est pas capable de surmonter. Voilà, ça, c'est des choses qui m'animent aussi. Des maximes un peu toutes faites, mais qui résonnent. Ouais, mais qui sont justes aussi. Ouais, je trouve. Et si, pour la deuxième question, si tu avais un geste santé à recommander aux personnes qui nous écoutent, un geste santé ou bien-être d'ailleurs, quel serait-il? De respirer. Respirer en conscience. Tout ce qui va nous ramener au corps. Écouter ses sens. Vous voyez, tout ce qui fait lien entre notre extérieur et notre intérieur. Toutes les capacités que peut avoir un corps humain et qu'on occulte. Le retour au corps. Souvent, quand j'ai des personnes qui ne vont pas bien, psychiquement, moralement, que c'est la déprime, que ça boue à l'intérieur, retour au corps. Prenez conscience que vous respirez. Prenez conscience. Et puis, il faut l'écouter, ce corps aussi. Ce corps qui parle, parce que, qu'on le veuille ou non, il viendra à un moment s'exprimer. Voilà, donc respirer et écouter son corps. Le sentir. C'est ce qui nous contient en même temps. Vous voyez, c'est notre enveloppe, c'est notre véhicule, c'est notre maison. Il faut l'écouter. C'est important. Il dit plein de trucs tout le temps. On va s'en rappeler.
Et si tu avais un outil à recommander, quel... Si j'avais un outil à recommander, un outil Alors, enfin, ça peut technique. être même, je pensais à un outil, je sais pas, une application Ah bah, ou... Fabrique ta santé, c'est pas mal. Hein. Ouais. Tout ce qui est proposé, enfin, ce qui est proposé sur Barnabé, je trouve que c'est un outil qui est vraiment chouette. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi chouette d'ailleurs et à ce qu'il soit aussi porteur. Donc voilà, s'il y en avait un que je recommanderais, c'est ce que je fais dans mes séances en présentiel maintenant, quand j'ai des patients qui me disent mais comment je pourrais continuer à travailler ou quoi, je tâche de les renvoyer sur cet outil-là. Après, au niveau source, il y a des outils qui sont très sympas. J'en ai pas de particulier à vous donner là, mais sur YouTube, vous savez, il y a des personnes qui proposent des séances qui ramènent au corps, justement. On Mhm. n'est plus sur de la sophro ou quelqu'un qui vous parle. Euh, Encore une fois, ça passe par l'essence. Il y a aussi des petits bruits sympas qu'on peut se mettre, écouter la pluie qui tombe ou ce genre de choses, vous voyez. Il y a aussi tout un tas de... Bon, moi, je m'en suis un peu gavée, là, surtout pendant le dernier confinement. Tout un tas de séminaires de Boris Cyrulnik, qui est quelqu'un de qui je tire beaucoup de matière de travail sur la partie psy. Donc, Boris Cyrulnik, c'est un psychiatre, médecin psychiatre, neurologue également, et il a écrit un bouquin que je trouve fabuleux. C'est par ce bouquin que je l'ai connu d'ailleurs, hein, et maintenant je me cultive toujours auprès de ce qu'il écrit. Et ce bouquin, au titre plus qu'évocateur, le titre c'est Un merveilleux malheur. Ok. Ça parle de résilience. Hein. La résilience, pour ceux qui ne connaissent pas, même si on en entend beaucoup parler aujourd'hui, c'est le fait de... Un merveilleux malheur, ça l'illustre bien. Le Mm. titre Un merveilleux malheur, vous voyez, c'est comment de quelque chose de dramatique, j'en fais presque une force. Super. Mmh. Ça donne envie de feuilleter. Oui, et en plus, pour le coup, c'est de la psycho, mais facile à lire, hein, parce que je peux vous dire qu'il y a des ouvrages en psycho, c'est Oui, plutôt hermétique. Hein, il y a un pas toujours langage. abordable. Non, Boris Cyrulnik, J'imagine. il est complètement accessible. Et Ok. l'écouter parler, c'est très agréable aussi. D'ailleurs, je sais pas s'il a déjà fait du théâtre ou pas, mais à mon avis, ce sera un bon acteur. Super. Ok. Et ben, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, j'ai rien Super. à rajouter. Je Ok. pense que j'ai assez parlé. Merci de m'avoir proposé cette interview et de m'avoir proposé cette place. Voilà. Bah, merci à toi, Sophie. C'était très intéressant et Avec plaisir. toujours un plaisir de connaître différentes pratiques et différentes approches. Donc, merci pour ton Merci à témoignage. toi, Manon. Merci à toi, Manon. Vraiment. À bientôt. À bientôt. Au revoir.